dans 3 dimensions. Donc, c'est un plan. Quand on dépasse 3 dimensions, donc les choses se compliquent un peu. Donc, maintenant, en formulant l'équation de cette droite ou de cet hyperplan, donc y égale oméga transposé fois x plus b. Avec oméga et b, ce sont les paramètres de l'hyperplan. Oméga, c'est le poids et le b, c'est le billet. Et bien sûr, la marge, c'est déjà montré, c'est la distance entre les vecteurs et les vecteurs les plus proches de l'hyperplan et l'hyperplan. Donc maintenant, on va passer à l'interprétation mathématique de l'hyperplan optimal. Donc supposons qu'on a 2 classes de données. Une classe rouge de données qui se sont des plus, yi égale à plus 1. Et on a les données en bleu, c'est une classe des moins, yi égale à moins 1. Donc, je trace 2 hyperplans qui passent par les données les plus proches de l'hyperplan optimal. Donc, supposons que c'est l'hyperplan optimal. Donc, ces deux droites, ce sont des hyperplans qui passent par les points les plus proches de l'hyperplan optimal. Donc, formulons les expressions. Donc, c'est l'équation oméga transposé x plus b égale à plus 1. Et l'autre, oméga x plus b égale à 0. Et l'hyperplan dernier, c'est oméga x plus b égale à moins 1. Donc, je vais définir la marge, c'est cette distance-là. Comme vous voyez ici, donc c'est la marge. Et les vecteurs de support, ce sont les échantillons qui se sont situés sur les droites les plus proches de l'hyperplan. Et voilà, donc ce sont les vecteurs de support. Donc on va voir dans les diapos suivants les interprétations de tout ça. Donc voilà les vecteurs de support, les 3 rouges et les 2 bleus. Donc maintenant, je vais passer. Donc maintenant, considérons 2 échantillons, x1 et x2. Voilà de différentes classes, x1 et x2. Donc, avec l'équation oméga transposé x1 plus b égale à plus 1, et l'échantillon x2 d'équation oméga x2 plus b égale à moins 1. Donc, je fais la substitution de 1 moins 2, c'est oméga x1 moins x2 égale à 2. Donc, je vais diviser par de oméga pour obtenir la marge. Donc, la marge, c'est ça la marge, qui est égale 2 sur la norme de oméga. Donc, je rappelle que l'objectif de l'SVM, c'est de maximiser cette marge, c'est-à-dire le max de 2 sur la norme de oméga. Donc, maintenant, donc, je vais passer à l'autre diapo. Donc, à part la figure précédente, donc, je peux formuler oméga transposé xi plus b supérieur ou égal à plus 1. Donc, si le yi égale à plus 1. Et la deuxième équation, oméga transposé xi plus b inférieur ou égal à moins 1, si le yi égale à moins 1. Donc, en combinant ces 2 équations, on peut obtenir la contrainte. Donc, yi fois oméga xi plus b, donc moins 1 est supérieur ou égal à 0. Bien sûr, yi sera plus 1, moins 1. Donc, l'objectif, bien sûr, de l'SVM, c'est de maximiser 2 sur la norme de oméga. Et ça revient à minimiser la norme de oméga sur 2, c'est-à-dire minimiser oméga, la norme oméga carré sur 2, c'est la même chose. Donc, notre problème, c'est de minimiser cette marge, la norme de oméga carré sur 2. Donc, c'est un problème d'optimisation convexe avec une fonction objectif quadratique.
et des contraintes qui sont linéaires. Bien sûr, c'est l'existence d'un optimum global. Comme déjà dit, ça évite les problèmes de minimum local, donc, comme pour les réseaux de neurones, bien sûr. Donc, pour résoudre ce problème d'optimisation, donc on va passer par la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc, on peut écrire le Lagrangien primal. Donc, c'est la norme oméga carré sur 2 moins la sommation des alpha i. Donc, les alpha i, ce sont les multiplicateurs de Lagrange fois la fonction yi oméga xi plus b moins 1. Donc, je vais simplifier cette équation. Donc, j'obtiendrai la norme de oméga carré moins 2, la sommation de ce terme, moins la sommation des alpha i. Donc, voilà la formule. Donc, maintenant, je vais passer aux dérivées partielles. Donc, bien sûr, pour formuler le problème primal. Donc, la dérivée du Lagrangien par rapport à oméga. Donc, j'obtiens oméga moins la sommation alpha i, yi, xi. Donc, et je fais sortir oméga. Donc, oméga égale la sommation des alpha i, yi, xi. Maintenant, je dérive la dérivée partielle du Lagrangien par rapport à alpha. Donc, j'obtiendrai la sommation yi, oméga xi plus b moins 1 égale à 0. Et à la fin, je fais la dérivée partielle par rapport à b. Donc, j'obtiendrai bien sûr la sommation alpha i, yi égale à 0. Donc, rappelons de ces deux équations. Donc, oméga, c'est la sommation des alpha i, yi, xi. Et la sommation des alpha i, yi égale à 0. Donc, il suffit de remplacer le oméga dans le Lagrangien primal pour obtenir cette équation. Je l'appellerai LD de alpha. Donc, c'est la sommation des alpha i. Donc, c'est juste, j'ai remplacé oméga dans l'équation précédente. Donc, notre problème primal, c'est... Donc, maintenant, je vais passer au problème dual. Donc, on passe au problème dual pour déterminer les alpha i. Donc, le problème dual, la formulation, c'est le max, le min du Lagrangien. On a déjà calculé cette équation. On donne cette équation LD de alpha. Donc, il suffit de maximiser cette équation. Bien sûr, le problème dual. Donc, c'est maximiser l'équation précédente. Donc, la somme des alpha i moins 1 demi, la somme des alpha i, alpha j, yi, yj, xi, xj. Donc, les xi et les xj, ce sont l'input data, ce sont les données d'entrée, ce sont les échantillons d'entrée qu'on veut classer, par exemple. Les alpha i, alpha j, donc les alpha i doivent être supérieurs ou égal à 0. Donc, la plupart des alpha i, ils sont nuls, sont égaux à 0. Lorsque les alpha i sont supérieurs à 0, alors on parle sur les vecteurs de support. Donc voilà, si alpha i supérieur à 0, alors l'échantillon xi, c'est un vecteur de support. Donc c'est alpha i, c'est les qui nous aident à trouver le oméga, Donc pour déterminer la marge, bien sûr, le max de la marge. Donc voilà. Donc si alpha i supérieur à 0, l'échantillon xi est un vecteur de support. Lorsqu'il est nul, donc xi n'est pas un vecteur, bien sûr, n'est pas un vecteur de support. Donc je peux utiliser la condition de KKT. Donc alpha i, yi, oméga xi plus b moins 1 égale à 0 pour calculer le biais et aussi pour calculer oméga. Donc ce problème dual, donc c'est difficile de le calculer. Donc il suffit d'utiliser un programme
un programme qui calcule les problèmes quadratiques. Donc, par exemple, Cplex ou bien d'autres programmes. Donc, tout ce que nous avons abordé, c'est dans le cas où les données sont linéairement. Donc, maintenant, je vais passer. Donc, je rappelle. Donc, ici, je vais trouver les alpha i pour les remplacer dans la formule de oméga. Trouver la marge. Donc, maintenant, donc, en réalité ou bien en pratique, c'est difficile de trouver les données bien linéairement séparées. Mais c'est la plupart du temps, on trouve des problèmes qui sont de grands problèmes. Par exemple, des problèmes non linéaires où les données sont non linéairement séparées, comme vous voyez sur la figure. Donc, je rappelle, la fonction qu'on a trouvée, c'est le problème duel, c'est maximiser la sommation des alpha i moins un demi la sommation alpha i, alpha j, y j, xi, xj. Donc, ce produit scalaire, comme j'ai dit que le xi fois xj, c'est dans le cas où on a les données sont linéairement séparées. C'est-à-dire, donc, ce produit, il représente la fonction noyau. C'est le kernel function. Donc, elle représente la fonction noyau. Ici, c'est dans le cas où les données linéairement séparées. Dans le cas où les données ne sont pas linéairement séparées, on peut introduire le cas xi, xj, qui est égal le phi xi, xj fois le phi, désolé, phi xi fois phi xj. Donc, ce phi, donc on va voir dans le diapo suivant. Donc, voilà, donc, dans le cas non où les données ne sont pas linéairement séparées, on a le cas xi, xj, cette formule. Donc, la fonction noyau, donc, c'est une, ou bien l'astuce du noyau, le kernel trick, l'astuce du noyau, ou bien la fonction du noyau, donc, c'est de reconsidérer le problème dans un espace de dimension supérieure, ou bien à dimension infinie. Donc, comme vous voyez sur la figure, on a les données qui ne sont pas linéairement séparées. Donc, j'utilise la fonction noyau qui s'appelle phi pour rendre les données dans un espace de dimension qui est supérieur. Il n'y a pas de nécessité pour calculer les coordonnées des échantillons dans cet espace. On n'a pas besoin de les calculer. Et puis, pour faire la séparation de ces données. Donc, voilà le phi avec une condition que le cardinal de f doit bien sûr supérieur à la dimension de R. Donc, comme vous voyez, par exemple, on a plusieurs fonctions noyaux. Donc, on a la fonction noyau linéaire qu'on a déjà traitée. On a la polynomiale et on a le gaussien. Donc, comme vous voyez dans cet exemple, c'est un exemple d'un Gaussian radial basis function. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est reconsidérer les données dans un nouvel espace avec donc cet espace qui doit être de dimension supérieure. Donc, pour trouver l'hyperplan, donc on utilise cette fonction noyau kxi, xj, l'exponentielle de ce terme. Donc, maintenant, je vais parler au cas de la séparation imparfaite, ou bien soft margin, qu'on appelle en anglais. Donc, parfois, on trouve comme vous voyez sur la figure, on trouve par exemple
cette donnée qui appartient aux données rouges, elle est mal séparée. Elle se trouve avec les données bleues. Et aussi le même cas pour cette donnée, aussi donc on parle. Donc ici, on doit ajouter slack variable. On doit ajouter les variables de relaxation epsilon i. Donc en pratique, bien sûr, il arrive que des individus soient du mauvais côté du séparateur. Donc, Corina Cortés et Vladimir Vapnik proposent cette technique-là qui s'appelle la marge souple, bien soft margin. Donc, c'est quoi en effet? C'est l'utilisation des variables de relaxation. Donc, comme vous voyez, le epsilon i. Donc, le epsilon, c'est un vecteur de taille n. Donc, s'il est supérieur ou égal à 0, donc en effet, il matérialise l'erreur de classement pour chaque observation. S'il est nul, et lorsque l'observation est du bon côté de la droite, s'il est inférieur à 1, donc le point est du bon côté de la frontière, mais des bords de la droite marge associée à sa classe. S'il est supérieur à 1, donc l'individu est mal classé. Donc, on passe à la formulation. Donc, la première équation qu'on a déjà traitée est juste dans la formulation primale. Il suffit d'ajouter le C fois la sommation des epsilon i. Donc, les variables de relaxation, bien sûr. Donc, la sous-contrainte, c'est yi fois oméga xi plus b supérieur ou égal à 1 moins le epsilon i. Bien sûr, le epsilon i doit être supérieur ou égal à 0. Et la formulation duale, c'est le max de cette équation avec la sous-contrainte, la même, c'est alpha i, y égale à 0. Par contre, ici, c'est alpha i entre 0 et c. Donc, la tolérance au 0 est plus accentuée avec le paramètre c. Donc, ce paramètre, s'il est trop élevé, donc c'est le danger de tomber en overfitting. Bien sûr, ce C, s'il est trop faible, donc il y a donc de tomber en underfitting, bien le sous. Voilà, donc je termine par cette. Donc, merci, c'est Ayoub. C'est Hassan. Merci, Ayoub. Merci, Ayoub. C'est Jawad. J'étais en silence. OK, كمل. Merci, c'est Ayoub. Donc, pour votre exposé qui était clair. Et bien sûr, vous avez pris soin de bien faire les calculs. Ça, c'était une bonne chose. Donc, la discussion maintenant est ouverte donc pour des gens qui vont faire des remarques, poser des questions, donc, etc. Donc, à vous la parole. Qui veut poser une question? Alors, donc, je pose une petite question pour ouvrir la discussion. Donc, bien sûr, il s'agit de problèmes d'optimisation ici, n'est-ce pas? Oui, c'est un problème d'optimisation. Et donc, bien sûr, on ne peut pas espérer calculer la solution de manière analytique. Pas? Vous avez déjà introduit l'explicateur de Lagrange pour tenir compte de la contrainte. Oui, monsieur. Et dans la bibliographie, dans les références, il y a beaucoup de méthodes d'optimisation, méthode de gradient, méthode de Newton, il y en a plein, d'accord? Donc, est-ce que vous avez fait un peu le tour de ces méthodes, non? Vous avez essayé de regarder, parce que vous avez, donc je ne vais pas poser des questions très poussées, parce que c'est juste un début. Donc, est-ce que vous avez essayé de regarder un peu la bibliographie concernant les méthodes d'optimisation pour approcher de tels problèmes?
Donc, ce que je savais que le gradient descendant, est difficile de utiliser dans ces équations. Dans ce Donc, contexte, d'accord. oui, dans ce contexte-là. Donc, c'est pour cela le passage du dual du primal au dual, c'est pour déterminer les alpha i. Je pense que la méthode des multiplicateurs de Lagrangienne, c'est la meilleure d'utiliser dans ce problème Mais on se d'optimisation ramène quadratique. toujours, écoute, Oui, on se ramène toujours à un problème d'optimisation. On a toujours besoin d'un algorithme de calcul parce que les multiplicateurs de Lagrange, cela revient tout simplement à tenir compte de la contrainte, de la faire entrer dans le problème d'optimisation. Donc, c'est J-min de quelque chose avec des oui, contraintes. oui, Donc, oui, tout à fait. le multiplicateur de Lagrange, ça ne résout pas le problème. Ça transforme le problème. Oui, parce qu'on est toujours on est toujours dans un problème d'optimisation. Oui, non, non, c'est-à-dire que les méthodes de Non? calcul, les méthodes à programmer, Ah, on veut programmer donc la méthode, c'est-à-dire que, par exemple, il y a toujours méthode de gradient projeté, bien qu'il y ait une contrainte. oui, D'accord. Donc, si nous avons le domaine de contrainte est un convexe, on pourra toujours donc écrire la méthode de descente classique, donc xk plus 1 égale à xk moins alpha k fois dk avec dk également gradient de votre fonction, mais on fait la projection de xk plus 1. Donc xk plus 1, ça va être égal à la projection de xk moins alpha k fois le grade. Donc, d'accord. oui, oui. Donc c'est-à-dire que, bien sûr, si on ne veut pas faire cela, donc on peut transformer le problème à faire entrer la contrainte dans l'équation, et à ce moment-là, on pourra utiliser donc plein d'autres méthodes, telles que la méthode de gradient, donc sur l'espace entier, parce que méthode de gradient, cela suppose qu'on travaille sur un espace vectoriel, parce que Oui, les combinaisons qu'on fait, xk plus 1 vecteur, ne risquent pas de nous faire sortir donc des domaines. Donc il faut rester dans un espace vectoriel quelconque. oui. Bien sûr, nous sommes en dimension finie, donc il n'y a pas de problème. Donc c'est-à-dire que la suite de votre travail, c'est de regarder, donc si vous le permettez, D'autres méthodes, d'autres. méthode numérique, pas d'autres Oui, méthodes. Donc, c'est le même problème, mais regardez oui, les méthodes numériques. Non, pour oui, implémenter donc, méthode de Newton, méthode de gradient conjugué, etc., etc. oui, oui. Voilà, donc ça. Donc, s'il y a d'autres, c'est Jawad. كاين سي حسن une question في le message سي Je- محمد Ah, بالغاوي le SVM ou les SVM par rapport aux autres algorithmes de machine learning. Donc c'est quelle est une la question? question. Quelle est la question? Donc, la question. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut comparer Ah, le SVM oui. aux autres méthodes, aux autres algorithmes de machine Donc, learning. donc, je pense que l'autre, il y a l'autre algorithme, il y a logistic regression, la régression logistique. Donc, c'est un algorithme de machine learning qui utilise le même principe de l'SVM. Donc, aussi, elle sépare, mais je pense que l'SVM est très. Parce que la régression logistique, donc, lors de l'optimisation, donc, vous pouvez trouver des pondérations proches du point optimal et pas exactement sur le point optimal. Par contre, l'SVM tente à trouver une limite de décision qui réduit le risque d'erreur sur les données d'entraînement, sur les données de test. Donc pour cela, il y a la régression logistique, mais l'SVM, c'est plus fort que la régression logistique. Peut-être un complément. Oui. Les SVM est apparu, ça fait longtemps. Donc, avant les réseaux de neurones actuellement utilisés, avant le deep learning. Donc, et comme donc, j'étais en train de discuter avec CESF, Oui. Vapnik, c'est un soviétique et il était parti travailler aux États-Unis en tant que chercheur dans les laboratoires Bell sous la direction d'Ian LeCun. D'accord, c'est lui qui l'a aidé à immigrer vers les États-Unis.
Et bien sûr, parce que c'est un des pères aussi du machine learning et de l'intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, les SVM sont moins performants que les réseaux de neurones, par exemple, ce que nous sommes en train de voir, les RNN, les réseaux de neurones simples, avec plusieurs. Le deep learning. Le deep learning est venu après. Oui. Et d'ailleurs, le SVM, c'était les solutions magiques et magnifiques il y a quelques dizaines d'années. C'est-à-dire, par exemple, dans l'ImageNet, etc., les gens utilisaient ce genre d'outils. Mais depuis 2000, disons 2009, et puis c'est accentué avec le temps, le machine learning est devenu donc incomparable. Ceci dit, pour certains problèmes, pour beaucoup de problèmes, les SVM restent intéressants. D'ailleurs, Vapnik, qui est toujours, je pense qu'il est toujours en vie, et lui, il est contre les réseaux de neurones. Pour lui, c'est-à-dire la manière dont les réseaux de neurones sont conçus. Il croit toujours qu'on peut faire évoluer les SVM parce que lui, il est contre tout ce qui est bayésien, le bayésianisme, et la formule de Bayes, et puis tout ce qui… Or, les principes aux réseaux de neurones se basent sur cette philosophie, cette manière de voir les choses. Donc, c'est intéressant de mieux connaître les SVM. On peut les faire évoluer, on peut les mixer avec les réseaux de neurones. Certaines applications utilisent beaucoup plus les SVM qu'autre chose. Mais j'ai aussi une question, c'est que je pense qu'il y a des collègues qui vont présenter des choses autour des SVM. Ou les SVM, il faut trouver des kernel functions, donc la fonction noyau. C'est pas facile de… D'ailleurs, Ayoub, tu as écrit à un moment donné KXI égale à phi de XI fois phi de XJ. Oui. Ça veut dire que je peux séparer les deux, d'accord, que je peux… C'est pas évident, c'est pas immédiat, c'est pas nécessaire. Donc, on est obligé, quand on utilise les SVM, d'avoir une certaine connaissance du problème des données. Avec les réseaux de neurones, on n'a pas cette contrainte de… Surtout, on a KXI, XJ, je dois pouvoir les écrire comme produit de phi de XI fois phi de XJ, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc… Parce que, monsieur, le choix de la fonction noyau, on ne connaît pas la transformation phi, par exemple. On doit construire plutôt directement, par exemple, une fonction mais noyau. Quand même, mais j'utilise une hypothèse. Cette fonction doit correspondre. Oui, c'est une hypothèse. Mais ce n'est pas toujours… Et cette fonction doit correspondre à un produit scalaire en satisfaire des conditions. Oui, c'est ça. Des conditions, le théorème de Mercer, je pense. Voilà. Et d'ailleurs, les gens… Mais elle reste bien sûr hypothèse. Oui, OK. Donc, mais pour nous ici, les séminaires, on doit connaître la SVM. Comme j'ai dit, il a des avantages, il reste intéressant de faire beaucoup de choses. Donc, on doit la… Mais bien sûr, avec les réseaux de neurones, les derniers réseaux de neurones sont… Voilà, c'est tout. Monsieur, je veux ajouter une remarque. D'abord, merci Ayoub Chounis pour sa forte présentation. Déjà, c'est bravo pour creuser dans les mathématiques derrière l'algorithme. Bravo. Alors, moi, je veux juste ajouter remarque par rapport la question SVM par rapport aux autres algorithmes de machine learning. Moi, cette année, j'ai travaillé mon sujet PFE sur un problème de classification de textes binaires. Oui. Avec une base de données labellisée, Supervised Machine Learning. Alors, j'ai utilisé comme algorithme SVM, la régression logistique, Naive Bayes et Decision Tree pour ce problème. Alors, en termes de code, implémentation, etc., j'ai trouvé que la meilleure algorithme, c'est Logistic Regression, et après Naive Bayes, et après SVM, et après Decision Tree. Pourquoi? C'est en termes d'accuracy, pour le nombre de prédictions correctes, et aussi pour le temps de réponse. Logistic Regression est plus rapide. Et pour l'accuracy, la Logistic Regression m'a donné plus
95%, et Naive Bayes 92 et SVM 80 par exemple. En Oui. termes de code, c'est juste une remarque alors, Oui. par rapport. Pour les données que vous avez utilisées, Oui, sont dans le contexte de la linéarité, de séparation. Ouais. alors moi, je n'ai pas analysé le texte. Je donne une base de données avec deux labels. Deux targets. Oui. Je n'ai pas visualisé les données. Est-ce que sont linéaires ou bien comme ça, la non-linéarité de le représenter comme un kernel? Non. Je n'ai pas visualisé ça. Oui. J'ai juste présenté, j'ai travaillé comme un développeur, non pas de creuser vers les maths et les analyses, etc. En effet, l'implémentation en Python, c'est juste utiliser la bibliothèque. Oui, mais en C'est réalité, optimisé. c'est du mathématique. En réalité, oui, ces bibliothèques, ce sont. Donc, utilise soit Scratch, soit utilise ces fonctions en création. Ce qui est intéressant avec les SVM, ce qui est intéressant, c'est la capacité de généraliser, c'est-à-dire le fait de maximiser la marge. Donc cette idée, on peut l'exploiter. C'est pour ça que j'ai dit il faut les comprendre. Et après, bien sûr, ça peut toujours servir même à l'intérieur d'autres algorithmes. Maximiser la marge, faire en sorte que la séparation ne soit pas seulement, ne cherche pas une fonction, un hyperplan qui sépare les points. Après transformation, à l'aide de fonctions kernel function. C'est l'objectif, bien sûr, de SVM, c'est de maximiser la marge. Oui. Oui. Voilà, donc c'est Jawad, l'Ikhwan. Donc, juste c'est Ayoub, une remarque par rapport à ce que vous avez dit dans les slides, les premiers slides. Vous avez dit qu'il y a une unicité de la solution. Optimum. Donc, vous avez dit, donc les premiers slides, vous avez dit qu'il y a une unicité de la solution. Problème d'optimisation. Oui, quadratique, hein, problème est quoi? Quadratique, il faut des conditions. Hein, donc s'il n'y a pas de conditions, on n'est pas sûr. Problème d'optimisation convexe. Non, vous avez dit quelque part dans les fonction objectif quadratique, oui. Voilà. Donc, avec un optimum global. D'un optimum. Non, c'est-à-dire quadratique, mais avec des contraintes. Donc, faites attention. Contraintes linéaires. S'il y a des contraintes, on n'est pas sûr qu'il y a même l'existence de la solution. Hein. D'accord? Donc, on ne peut pas dire qu'il y a existence, unicité, minimum global à tous les coups. Tout dépend de votre contrainte, comment elle est. C'est-à-dire, ce n'est pas dans tous les cas, par exemple. Il est parti, c'est Hassan, je pense qu'il est parti de la condition qu'il existe un hyperplan qui sépare les points. Voilà. Si ce n'est pas linéairement séparable, on ne peut pas utiliser SVM. Il faut utiliser une fonction qui transforme les points, voilà, les plonger dans un espace de dimension plus grande. Attention, ça fait. Oui, bien sûr. Justement, il n'a pas beaucoup dit au début. Voilà, faites attention. Donc, toujours, c'est au cas par cas. Donc, pour chaque problème, il faut regarder comment les choses sont-ils. Hein. D'accord. Et j'insiste, il y a toujours derrière, que ce soit un modèle logistique ou n'importe quel modèle de régression, il y a toujours des méthodes numériques qui sont cachées derrière, des genres des centres. Faites attention. Oui, d'accord. Hassan, une fois, il faut nous faire découvrir une synthèse rapidement. Donc, il faut séparer entre les modèles mathématiques, régression linéaire, ce sont des modèles, et les outils numériques pour l'optimisation. Ça, c'est autre chose. Donc, il y a deux packages qui sont différents. Le modèle, c'est une chose, mais par contre, les techniques, en général, les gens qui utilisent des frameworks qui sont déjà prêts, donc ils ne font pas attention qu'il y a des choses qui sont cachées. Hein. Les méthodes numériques, des outils, oui. C'est une autre histoire. Faites attention. Même pour quel que soit le modèle d'optimisation, il y a toujours les méthodes numériques qui sont cachées. Faites attention à ça. Oui.
عليكم السلام. Salam. Oui, comme ça. Said Hassan, كثير أستاذ بخير وسهلا. أهلا. Si vous me, Monsieur Khalid Sredi, inscrit avec Monsieur Farhan. أهلا وسهلا. Donc, si vous me, مرحبا. Alhamdulillah. Si vous me permettez, Monsieur, juste un complément. Ça veut dire, Monsieur Ayoub a parlé là. C'est comme il a fait une comparaison entre le SVM et les réseaux de neurones. Il a dit que les problèmes minimum locaux, ça veut dire il évite les problèmes de minimum local. Juste d'après mes connaissances, donc je crois que à l'instant, les réseaux de neurones, les gens ils n'arrivent pas à faire un modèle mathématique pour les réseaux de neurones, parce qu'on peut trouver un modèle donc des réseaux de neurones qui peut par exemple utiliser tel nombre de couches pour résoudre tel problème. Ça veut dire au niveau de réseau de neurones, on peut trouver plusieurs fonctions. Linéaire, non linéaire, linéaire, non linéaire. Alors que pour SVM, il y a une formule mathématique. C'est un problème d'optimisation très clair. Il y a une fonction, elle est déjà prédéfinie, donc Y donc, égale à W, donc transposé XI plus B. Alors que pour les réseaux de neurones, ce n'est pas le cas. Oui, tu as raison, bien sûr. D'ailleurs, dans un réseau de neurones, il y a énormément de minimum. Voilà. Ça veut dire qu'on peut même, si vous me permettez, on peut même utiliser SVM pour le problème de séparation et après, hop, on peut utiliser d'autres au niveau de réseau de neurones. Exactement. Voilà, c'est ce couplage que vous cherchez. Voilà. Ça, c'est d'une part avec M. Ayoub et si vous me permettez, Monsieur Jawad. Oui. L'exemple, vous avez donné un exemple pour les réseaux donc pour les graphes, mais je crois que vous avez donc j'espère que donc pour les prochaines présentations, ça sera déjà vous avez dit que c'est une introduction. Donc l'exemple pour les gens, donc l'exemple qu'il a donné Monsieur Jawad, c'est un exemple pour une distance euclidienne, ça veut dire l'image. Alors que si on n'est pas dans le cas. Là, mais chez l'image, n'est-ce pas le graphe, là, chez l'image. L'exemple, je parle de l'exemple traité, l'exemple que vous avez traité. Là, l'exemple n'est pas traité pour les graphes. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc, ça, voilà. Là, ce n'est pas un exemple traité pour les graphes. Voilà. On dit d'où viennent les graphes neural networks. Ils viennent de deux sources. Soit parce qu'on a déjà traité les images, donc on peut voir les images comme un graphe, donc je peux transposer les mêmes logiques pour les appliquer à des graphes. Et puis, on a utilisé aussi le réseau de neurones au texte. Et un texte, je peux le voir comme un graphe. Et donc, je peux utiliser les mêmes idées que j'utilise pour le texte pour un graphe quelconque. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont proposé des algorithmes, ça s'appelle des GCN, donc des graphes convolutional networks. Donc, des graphes convolutionnels. Le problème, c'est que. Mais ce n'est qu'un cas particulier. Voilà. Le problème, c'est qu'on est. Oui, oui, monsieur. Non, termine. Donc, ce n'est pas un exemple. Non, on s'est inspiré de ces deux choses. Le problème qui est, donc l'inspiration, oui, mais je crois qu'il y a un problème au niveau. Ça veut dire, au niveau de l'image, on peut appliquer la convolution, mais au niveau de graphe, donc je crois qu'il y a un problème au niveau de produit de convolution au niveau de le graphe. Oui, mais il est proposé, tu as un nœud et tu prends les nœuds qui sont liés et tu utilises et tu partages les mêmes poids, mais c'est ce fait. La blague, c'est pas la même. Voilà, tu as le temps d'apprentissage. Là, c'est aidé l'apprentissage. Tu fais aussi, bien sûr, on n'a pas dit qu'est-ce qu'on cherche. On n'a pas dit ce qu'on cherche pour pouvoir définir une fonction de perte. Ce qu'on cherche, c'est quoi? Soit on cherche à classifier différents graphes. Un graphe, ça peut être un visage. Donc, je prends des gens, etc., ou là, des animaux. Donc, soit, par exemple, déterminer est-ce que un nœud, quels sont les attributs d'un nœud, sachant que je n'ai pas les attributs dans ce nœud, mais je les ai pour les autres. Donc, lorsque on pose le problème, on peut définir la loss function et à ce moment-là, je peux définir un peu la rétropropagation. Mais on n'est pas allé jusque-là parce que c'est une introduction. Après, il faut aller plus loin. Mais de toute manière, quel que soit le problème posé,
Si tu te rappelles, à un moment, j'ai dit qu'il y a plusieurs couches, on crée plusieurs couches, et à la fin, ce n'est qu'à la fin qu'on va décider. Est-ce qu'on va utiliser une sigmoïde? Voilà, une sigmoïde parce que c'est un problème de classification. Ça veut dire qu'on arrive à notre réponse, voilà, arrête. Voilà, ou là, on va sortir juste un nombre. Parce que ce qui nous intéresse, c'est classifier les. Et d'ailleurs, si vous me permettez, monsieur Jawad, donc vous avez juste mathématiquement ce que vous avez dit tout à l'heure, ou un complément. On travaille dans un espace de Hilbert et donc l'espace de Hilbert nous oblige ça veut dire le produit scalaire doit être L2, ça veut dire il est déjà donc l'intégrale de 2, donc doit être convergent. Et par conséquent, je crois que voilà la convergence. Ça veut dire à un certain moment, on doit limiter, donc on doit limiter la borne supérieure à atteindre et puis on arrête le calcul. Est-ce que c'est… D'abord, les réseaux de neurones, parce que c'est des mathématiques discrètes. Voilà, discrètes. On n'a pas le luxe d'utiliser les L2, etc. La topologie d'une manière générale. Il n'y a pas encore de théorie. Les graphes neural networks, c'est 2017 ou 2020, 2019, 2020. C'est Stanford. Il a surtout dit qu'il voulait c'est encore hot le cours dialogue. Rien n'est fait. En gros, ce que j'ai présenté d'ailleurs n'est pas pratique, sauf si on utilise. C'est au début, donc c'est pas. Là-bas, 2020, les gens, il y en a qui ont des choses théoriquement qui sont bonnes, mais dans la pratique, c'est pas bon. Un graphe, c'est quoi un graphe? Imagine, on prend par exemple. Social media. Voilà, on a un réseau social. C'est infini. Mais on verra. On va y aller doucement. Mais pour des problèmes simples. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse en premier lieu, les graphes, c'est que, par exemple, en Allemagne, en Pologne, etc., ils l'ont utilisé pour suivre la propagation de la COVID-19. Un graphe, donc c'est intéressant. À ce niveau, il m'intéresse parce qu'on a un projet avec Hassan et on va l'utiliser. Inch'Allah. Merci. J'espère la réussite, Inch'Allah. Pour la discussion. Donc, c'est toujours intéressant. Donc, ça, on ne peut pas terminer parce qu'on peut discuter infiniment. Donc, je crois que c'est suffisant, si Jawad, n'est-ce pas? C'est bon, oui. Ce qui est intéressant, les graphes, d'ailleurs, il y a des intitulés, en plus, dire comment je dois représenter les graphes. Ou les nœuds, ce qui est intéressant dans un graphe, le nœud n'est pas quelque chose d'indépendant. C'est un vecteur, mais qui se nourrit des vecteurs qui sont dans son voisinage, c'est-à-dire des vecteurs qui lui sont liés. Le plus important pour les graphes, c'est que ça ajoute une couche de connaissances, donc de règles, etc., et de raisonning, donc au traitement des données. Donc, le graphe, c'est une autre structure qui ajoute de l'intelligence. Et là, les gens qui veulent avoir des machines beaucoup plus intelligentes utilisent aujourd'hui les graphes. Les graphes, c'est de la connaissance. Il y a les knowledge graphes aussi donc, voilà, qui sont le prolongement des graphes neural networks. Voilà, c'est Hassan. Merci. Il permet aussi à ces Jawad, les graphes, si on pousse un petit peu. Par exemple, oui, c'est Hassan. Oui, donc par exemple, si on regarde le concept de composantes connexes, donc c'est-à-dire on pourra trouver des agglomérations qui sont indépendantes. Oui, le clustering, c'est utilisé pour le clustering d'ailleurs. Parce que c'est ça le point fort de la théorie de graphes. Donc ils sont utilisables pour la classification, pour la planification, pour beaucoup de choses. Pour beaucoup de choses. Voilà, donc il suffit de regarder les algorithmes qui sont considérés, mais bien sûr, il y a la complexité, il y a un problème d'implémentation qui n'est pas évident. Bien sûr, l'implémentation d'un graphe, attention, ce n'est pas la même chose que les arbres. Hein, donc, là, c'est rien à voir. Graphe orienté, non orienté, etc. Et donc, est-ce qu'on va utiliser des pointeurs, quoi regardez. Là, qu'il y a des bases de données, c'est Hassan. Malgré tout, les gens, ils travaillent. D'accord. Donc, on a des bases de données aussi à base de graphes, d'accord, qui manipulent les graphes.
Et donc, d'ailleurs, mais ils sont très utilisés. Donc, beaucoup de gens parlent de… Monsieur Hassan, s'il vous plaît, Oui. est-ce que je peux poser une question, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Il y a qu'à faire ça. On est là pour cela, bien sûr. Donc, je suis Zuber Bidine, donc je travaille sur la théorie des graphes, en particulier sur la coloration de graphes. Donc, je travaille sur une variante de la coloration appelée la S-packing, ou bien la coloration packing de graphes avec monsieur Gadi. Et ma question, c'est après l'obtention de ce GNN, c'est-à-dire après avoir fait tout ce travail et obtenir, par exemple, étant donné deux graphes G1 et G2, bon, bien sûr, comme M. Hassan vient de dire, bien, il y a plusieurs paramètres dans les graphes, par exemple le nombre de stabilité, le nombre de clics, ou bien le nombre, par exemple, de connexité. Par exemple, en parlant du nombre de stabilité noté généralement comme alpha, quelle est l'interprétation qu'on peut donner, par exemple, en comparant deux nombres de stabilité pour deux graphes obtenus, par exemple, GNN? Par exemple, comme vous avez, par exemple, en obtenant par exemple pour le Wikipédia, en obtenant par exemple un certain graphe G1 pour cette structure. Par exemple, pour un autre champ de langage, par exemple, on va obtenir un autre champ, par exemple G1, en comparant le nombre de stabilités qui nous donne le nombre maximum de sommets qui ne sont pas adjacents entre eux, d'accord? En comparant ces paramètres, bon, quelle est l'interprétation qu'on peut donner, par exemple, si l'un est supérieur à l'autre ou bien si l'un est égal à l'autre? Oui, ce que je vais dire, bien sûr, il faut creuser. On est là pour ça. On va aller faire les graphes le plus loin possible. Avant, le langage, le traitement du langage était un traitement récemment, après sémantique, etc., ou la statistique. Et les gens ont développé des choses extraordinaires avec. Même les réseaux de neurones, on a tout oublié. Parce que les réseaux de neurones se basent sur des boîtes noires. Ils ne s'intéressent pas à la structure. Tu mets les poids, tu mets le réseau, bien sûr, tu dois le penser un petit peu. Et lui, il retrouve toute l'information. Et il permet donc de faire la classification. Il cherche à lui, aujourd'hui, sans faire de calcul, bien sûr, il cherche un peu pour séparer, etc., pour classifier les graphes. Donc, les efforts qui ont été faits avant, les réseaux de neurones, avant, il fallait chercher les patterns, etc. Aujourd'hui, on ne l'utilise pas. C'est Youssef. Youssef, coupe le son. Donc, à mon avis, mais on va y aller doucement, je n'ai pas vraiment de réponse aujourd'hui, mais je pense que les préoccupations la langue avant, donc ils disent est-ce que la connaissance de la langue, la linguistique. Avec les réseaux de neurones, on n'utilise plus de linguistique. Tout le travail, le pénible, avant, donc les graves, donc les GNN vont nous dispenser de beaucoup de choses qu'on utilisait d'une manière directe. Notre connaissance de même reste proche, tous les implicites. Voilà. Ah oui. D'accord. Monsieur, si vous me permettez, Monsieur Jérôme. Oui, tout à fait. Une base de données, vous avez parlé des bases de données. S'il y a une base de données, donc parmi les bases de données que vous pouvez nous offrir concernant, surtout pour l'NLP, ça veut dire les linguistiques. La reconnaissance ou la recognition, space recognition ou bien translation, space-to-space translation. La langue. Mais des graphes, au niveau des graphes, ça veut dire les gens qui travaillent sur des graphes en ce contexte et ils ont développé des bases de données, par exemple, comme. Node.js ou les graphes. Il y a une base de données pour les graphes, très connue, le nom. Node.js. C'est Youssef. Node.js. Vous écrivez base de données graphes, vous aurez le nom. Très connu, open source, je pense. Donc, bien sûr, pour les graphes, pour autre chose, il faut rester sur les bases de données standards.
Non, la relation. question, c'était Oui. pas seulement pour les graphes, mais pour le language, c'est-à-dire les graphes appliqués au les linguistes, algorithmes. s'il y a Ah, une base, donc ça veut dire, par voilà, exemple, Neo4j. Neo4j. ok, Voilà, donc, par contre, بالنسبة le texte, on utilise en général ce que j'ai entre les mains, لما كنشوف les datasets, كنلقاو des fichiers texte. des fichiers texte. Ah, mais كنلقاوش pas forcément, d'accord. Donc, je ne pense pas on a vraiment pour le texte, on n'a pas d'abord le NLP. NLP. Oui, je NLP parle de... jusqu'à aujourd'hui, كيف قلت دابا هذا ماشي c'est ce qui se fait, c'est ce que nous on fait. Mais bien sûr, ce qui se fait, ça peut être plus complexe. Maintenant, chez Anna Google, lorsque يخدموا le texte, ils utilisent un fichier texte. Certainement, عندهم هما peut-être d'accord, ils connaissent des choses plus sophistiquées. Mais à notre niveau, pour aujourd'hui, bien sûr, l'échange, c'est un petit peu, ce sont des projets. D'abord, il faut qu'on se lance, comprendre un petit peu le texte, quelle est la meilleure manière de le. Je n'ai jamais utilisé. Je sais que le texte, normalement, on peut le. Qu'est-ce qu'on fait d'abord pour avoir le NLP, pour la traduction, pour avoir un réseau qui traduit? Qu'on séquence après séquence. Ce qui est un petit peu bête. Pourquoi ne pas prendre tout le document ou construire le graphe des mots ou que vous ayez toute la connaissance ou après j'utilise un GNN pour représenter la connaissance. Et l'apprentissage semi-supervised ou bien supervised ou bien... Là, c'est comme le NLP. C'est lui-même qui va, bien sûr, ça va dépendre du choix, les convolutionnel ou la autre, ou les skips. C'est un skip graph. Skip graph, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre un mot, il l'enlève, ou qu'il y a le contexte, ou qu'il construit un réseau de neurones. Oui, mais on verra ça. Il va nous faire un exposé. Et donc, à ce moment-là, on va discuter correctement. Hein. Exactement. Il y a aussi Zoubert, s'il est encore là. Oui, oui, je suis là. Voilà, donc il faut envisager, s'il vous plaît, un exposé. Oui, avec plaisir, oui. Donc, أنتم حصلتوا جوج بانوا. Voilà, vous proposerez un intitulé le programme. Un intitulé pour qu'on puisse programmer. Ainsi, donc, on peut répondre à des questions pratiques. Exactement. Concernant vos travaux. D'accord, d'accord. Mais pour le travail, le sujet sur lequel je travaille, c'est un peu loin de l'intelligence artificielle, d'accord? Donc, c'est plus particulièrement la coloration de graphes, ou bien ce qu'on appelle la S-coloration packing de graphes, qui bien sûr modélise plusieurs problèmes, par exemple ceux de réseau, ou bien l'affectation de fréquences, ou bien d'autres problèmes. C'est Zubair, donc c'est très bien, parce que ça, on va voir comment utiliser par la suite dans la thématique de l'intelligence artificielle. D'accord, avec plaisir. Aujourd'hui, c'est difficile de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Vraiment, il est efficace, au magique parfois. Le langage, Stanford, c'est Manin, le prof Stanford, c'est le prof de NLP, c'est le responsable Stanford de l'intelligence artificielle. On a utilisé ça et par la magie des réseaux de neurones, on a trouvé des résultats extraordinaires. C'est magique, hein, c'est magique. Il faut le tenter. Il faut tenter les réseaux de neurones et tout ce qui est intelligence artificielle. Mais je me demande même. Oui, je me demande même comment, par exemple, l'intelligence artificielle peut servir pour colorer des graphes qui sont de taille ou bien d'ordre gigantesque. Donc, est-ce que... Apprentissage. Il y aura il faut exposer le problème. Mais les gens, ils ont tout fait d'abord l'intelligence artificielle. Il n'y aura aucun domaine. À chaque fois qu'on a un problème, on optimise le système pour s'approcher de la solution du problème. Il y a plus de... L'intelligence artificielle, ce n'est pas quelque chose qui marche ici, qui ne marche pas ailleurs. Quel que soit le problème, on peut envisager un réseau de neurones qui le résout. Oui. Voilà, donc c'est Jawad, je crois qu'on est arrivé à terme. Oui, c'est ça. Donc
qu'on libère les gens. Ok, donc on remercie tout le monde. La prochaine fois, à quel programme on l'a. Concernant est-ce que c'est possible de recevoir les enregistrements que vous avez fait ou bien des représentations? Oui, bien sûr. Les présentations, vous allez tous les recevoir. Les enregistrements qu'on S'il y a s'est des fait, aujourd'hui, hein, j'ai oublié d'enregistrer le mien au début. Donc, je vais vous l'envoyer. Rendez-le sur YouTube, vous voulez, pour y accéder. Mais bien sûr, on va enregistrer. Il y a beaucoup de vidéos que j'avais enregistrées sur le NLP surtout. On va continuer l'analyse. Il est là ou là? Je suis toujours là, donc. Là, Mredr. Donc je ne l'ai pas vu. Parce que je paru. Ok. Bien sûr. Donc, merci à tout le monde. Donc, c'est une bonne chose. Donc, aujourd'hui, vous étiez quand même vers 90 participants. Les gens ont participé soit directement, soit en posant des questions sur le chat. Même sur le chat, j'ai vu qu'il y a des échanges pour, par exemple, chercher certaines informations sur le net. Et ça, c'est très bien. D'ailleurs, c'est ça le but de ce séminaire-là, c'est d'avoir un échange entre les étudiants. On aimerait bien voir beaucoup plus d'implication des étudiants. Donc, on est là seulement pour vous encadrer, pour vous orienter et pour vous aider s'il y a un besoin. Mais normalement, c'est votre séminaire, il est fait pour vous et par vous. D'accord? Voilà, c'est Jawad, tout le monde. Oui. Merci bien. Bien sûr, il y a une question est-ce qu'on va recevoir le programme? Je l'ai déjà envoyé, sauf il a les gens. Donc, j'ai envoyé le programme. On a jusqu'à le mois de février ou le mois de mars déjà qui est fait. Je vais vous le renvoyer avec les présentations. Très bien. On vous remercie. Merci à vous. Yallah, à la fois. Au revoir. Salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam, merci. C'est Hassan. C'est Youssef. Merci, c'est Hassan. C'est Jawad. Merci à tous les participants. Ça va arrêter. Ah, c'est bon. Yallah. Ah, oui, bien sûr. Yallah, merci. Salam alaikum. Anakumullah. Jawad? Oui, c'est Youssef. Arrêtez l'enregistrement. Ah, ok.